Bien, je vous remercie. Donc on reprend la commission. Monsieur le Président Riemann, merci de m'avoir rejoint. Monsieur le co-rapporteur du contrôle de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. Chers collègues, lundi à 20 h, l'état d'urgence qui a été déclaré en Conseil des ministres le 15 mai sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie a été levé. Pendant 12 jours, marqués par la mort tragique de 7 personnes, nos concitoyens, plusieurs centaines de blessés parmi les forces de l'ordre. Des dégâts considérables ont frappé les esprits et nos concitoyens néo-calédoniens ont vécu un régime d'exception qui a été mis en œuvre seulement 6 fois sous la Ve République. Cette déclaration d'état d'urgence a permis aux hauts commissaires et aux forces de l'ordre de disposer d'outils supplémentaires qu'offre la loi du 3 avril 1955, et l'ordre a pu être rétabli dans une majeure partie de l'archipel, même si des opérations se poursuivent à l'heure où nous présentons nos conclusions et où le contexte, on le sait, reste fragile. Compte tenu des engagements qui ont été pris par le Président de la République et de l'installation d'une mission pour renouer le dialogue, dont je salue d'ailleurs la compétence des membres, compétence en matière institutionnelle pour M. Thiers, en matière d'inégalité économique ou sociale pour M. Potier, ou de connaissance du contexte local pour M. Bastille, eh bien, des renforts d'unités sont toujours acheminés. Il n'apparaît pas forcément nécessaire de prolonger l'état d'urgence. En tout cas, c'est la décision prise par l'exécutif, et il nous appartient désormais d'apprécier comment l'état d'urgence a été déployé. Alors dans un laps de temps qui est un laps de temps assez court, puisque c'est l'application de la loi de 1955 qui prévoyait le contrôle de l'Assemblée et du Sénat à son article 4.1 et qui a permis d'organiser des transmissions régulières dont nous avons été destinataires depuis le ministère de l'Intérieur envers les services de la Commission des lois, que j'ai partagé avec M. Riemann qui a pu les analyser. Il s'agit de l'ensemble des mesures administratives, qu'elles soient individuelles ou réglementaires, qui ont été prises dans le cadre de cet état d'urgence. Naturellement, j'en dirai un mot. Certains arrêtés que nous avons demandés ne nous ont pas été communiqués, notamment sur le sujet du blocage de certains réseaux sociaux, puisqu'ils n'ont pas été pris sur le fondement de l'état d'urgence, comme nous l'a dit le ministre de l'Intérieur, mais sur le fondement des circonstances exceptionnelles. Et là encore, je m'exprimerai à ce sujet. Donc, je vous propose de faire mon propre bilan sur ces éléments, et puis ensuite, mon co-rapporteur vous fera également son bilan. Sur l'usage des mesures de police administrative qui ont été prises, et des mesures administratives plus exactement. Le gouvernement disposait de 13 mesures administratives, une palette de 13 mesures disponibles, puisque 5 avaient été ajoutées en 2015 et 2016 à la main du gouvernement. Si certaines n'ont pas été mises en œuvre, il pouvait placer sous surveillance électronique mobile certaines personnes assignées à résidence, dissoudre des associations, fermer provisoirement des salles de spectacle, des débits de boissons, des lieux de réunion, interdire des réunions en dehors de la voie publique, procéder à des contrôles d'identité ou à la fouille de véhicules, et procéder à la possibilité d'ordonner une remise d'armes. Donc celles-ci n'ont pas été prises. Du reste, s'agissant des armes, il nous a été répondu que des arrêtés avaient été pris par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie hors état d'urgence, ce qui fait que ça ne fait pas partie de notre contrôle. Sur d'autres points, nous nous sommes interrogés sur le fait que certains des dispositions qui pouvaient être mises en œuvre viennent d'amendements parlementaires et que ça n'a pas été mis en œuvre. Donc nous avons interrogé le ministère de l'Intérieur pour savoir si c'était parce que ces dispositifs étaient inapplicables, dépourvus de faisabilité directe, ou parce qu'ils avaient été en l'état inutiles. En revanche, d'autres mesures qui sont prévues par la loi de 1955 ont été, eux, largement utilisées. Alors largement, en tout cas pour les 12 jours qui ont été sous état d'urgence. Interdiction de circulation des personnes ou des véhicules, c'est-à-dire le couvre-feu de façon générale, l'interdiction du cortège, et puis sur tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie, et naturellement, puisque c'était l'objet de ces mesures. Il y a également eu, on a constaté, une priorité donnée aux assignations à résidence. Donc on compte en Nouvelle-Calédonie 270 000 habitants, et on a compté 29 arrêtés d'assignation qui ont été pris avec une plus-value opérationnelle, puisque a priori les premières mesures ont été prises dès le 15 et le 17 mai, 17 arrêtés d'assignation à résidence, ensuite 12 entre le 18 et le 20 mai, puis aucun à partir du 21 mai, ce qui montre que le ciblage a été fait pour les personnes qui étaient concernées. Je pense que ce sera une appréciation qui sera portée par le co-rapporteur en d'autres termes. Contrairement aux perquisitions administratives mises en œuvre par le haut-commissaire, les assignations aux résidences ont toutes pu être signées par le ministre. Elles ont été systématiquement complétées par une mesure d'interdiction du séjour, et plusieurs arrêtés ont pu être modifiés pour corriger des erreurs matérielles, date de naissance erronée, changement d'adresse, sur ces sujets. Seulement 21 des 21 mesures d'arrêté d'assignation à résidence
ont été notifiées, ce qui veut dire que toutes celles qui n'ont pas été notifiées n'ont pas été appliquées et que si elles n'ont pas été appliquées, elles sont tombées avec la fin de l'état d'urgence. L'assignation à résidence ont concerné 29 individus, donc il n'y en a que 21 qui ont pu être véritablement opérationnellement concernés compte tenu de ce que je viens de vous dire. Et il s'agissait de restreindre leur liberté de circulation, limiter leur capacité à se mettre en relation avec d'autres personnes pour organiser des désordres, et avec une mobilisation des forces de l'ordre. 25 de ces 29 individus sont des membres de la cellule de coordination des actions de terrain, le CCAT, ce qui est une branche, alors je ne sais pas si elle est dissidente, armée, ou si en tout cas elle se diffère, mais en tout cas elle est issue de l'Union calédonienne, oui, armée. Les gens sont armés en Nouvelle-Calédonie, Madame Obono. Oui, donc armés, je confirme, dont certains à très haut niveau, puisqu'ils ont été qualifiés de leaders, de principaux responsables, d'initiateurs, de responsables de la communication au niveau local. Il est expressément mentionné pour les 4 autres une participation à plusieurs rassemblements du CCAT, ou plus récemment à des barrages organisés par cette dernière. Dans les arrêtés d'assignation que nous avons examinés, il est fait état de comportements violents réguliers. Dans un cas dépasse même la sphère publique, puisque c'est des violences privées sur des conjoints, avec, dans la très grande majorité des arrêtés, état d'action de blocage, participation à des actions violentes, mise en place de barricades, entrave à la circulation, incitation à la haine, blocage du secteur minier, menaces, y compris à l'encontre de parlementaires ou de la présidente d'une province, détention d'objets dangereux, ou lors de rassemblements de personnes, et dans le cadre d'actions qui peuvent avoir lieu soit des incidences directes avec les troubles qui ont été constatés actuellement, fin de l'année 2023 ou début de l'année 2024, soit encore antérieures, notamment avec des participations à des actions violentes pour lesquelles il y a eu des condamnations judiciaires qui avaient été prononcées. Parmi ces arrêtés, plusieurs ont fait l'objet d'une attention particulière de notre part. Un arrêté qui ne faisait pas de mention de participation récente à des actions, mais qui évoque tout de même une action violente plus ancienne et qui concerne l'un des responsables de la CCAT. Un autre arrêté qui concerne un militant pour lequel, à l'inverse, il n'est pas fait mention d'actions antérieures aux événements actuels, mais l'individu est présenté comme agressif dans les exactions qu'il a conduites, notamment sur un barrage organisé par la CCAT, et avec des fouilles qui sont quasiment auto-organisées sur des véhicules, et puis des armes qui sont confisquées à cette occasion. Je rappelle que une grande partie des gens sur l'île sont armés, puisque c'est un des territoires qui possède le plus d'armes dans la République, sinon le territoire qui recense le plus d'armes. Certains arrêtés parmi les plus récents font état d'opinions politiques radicales, pas que politiques par ailleurs, avec un responsable de la communication du mouvement CCAT, je vous l'ai dit, avec des propos très virulents qui sont rapportés, avec une source sur les réseaux sociaux et en dehors de ceux qui ont été interdits, puisqu'on parle ici de réseaux sociaux qui sont de Facebook, qui a énormément servi aussi sur l'organisation des mobilisations. Un individu à la tête d'une cellule juridique qui assure un rôle de conseil sur les affaires pénales engagées contre les militants. Et puis des événements aussi qui concernent l'organisation ou le relais d'opinion de manifestations indépendantistes qui ont eu des actions violentes. On a également une des personnes qui était concernée et qui était concernée pour ses activités de porte-parole au sein d'un groupe qui était appelé Fédération de pays, une autre pour être un militant du collectif pour la liberté du peuple kanak, le CLPK, et une autre encore présentée comme un membre radical des jeunes indépendantistes. Et toutes ces personnes ont été donc concernées par les arrêtés que je vous ai présentés. On a également 33 ordres de perquisition administrative qui ont été communiqués à l'Assemblée, visant 33 lieux différents, et pour lesquels seulement 28 individus sont concernés. Donc ça veut dire qu'on a parfois fouillé des lieux qui appartenaient à des mêmes individus, là encore exclusivement, quasiment, des membres de la CCAT, avec seulement 2 ordres de perquisition administrative qui ne mentionnaient pas directement une appartenance à cette organisation, mais qui concernaient un leader indépendantiste qui participait régulièrement aux opérations de la CCAT, et dans l'autre un individu qui va encourager des manifestations contre le pacte Nickel, et qui l'avait fait de manière agressive ou avait organisé des rassemblements violents et menacé un parlementaire. La grande majorité a été à l'origine ont été à l'origine ces derniers mois d'actions violentes et de troubles à l'ordre public. Ça a justifié justement les perquisitions administratives qui avaient été décidées par le pouvoir administratif, avec quelques cas particuliers également. 3 des OPA qui visaient le dirigeant de la CLPK que j'ai déjà mentionné,
dont il est fait état d'une participation à des actions violentes le 13 mai et sa forte influence sur Internet. 3 OPA qui visaient un individu proche du leader de la CCAT avec un membre de la frange kanak radicale et du parti indépendantiste UC au profil particulièrement violent et dont il a été qualifié d'adepte de la projection d'engins détonants capables de mobiliser de nombreux individus. Un autre OPA qui vise des responsables de la CCAT et qui a participé il y a plusieurs mois à une manifestation ayant donné lieu à de nombreuses dérives et violences, durant laquelle 5 gendarmes avaient été blessés. Et cet individu avait participé à de nombreuses exactions, installation de barrages, caillassage des forces de l'ordre, ou encore utilisation de barres métalliques et dissimulation du visage. Et un dernier OPA qui visait un leader de la CCAT initiateur et responsable de la CCAT, donc un de ses créateurs. Au total, sur les 33 ordres qui ont été signés, seulement 20 perquisitions ont été réalisées, avec 17 saisies réalisées. Et sur ces 17 saisies, on compte 15 saisies de supports numériques qui ont été judiciarisées. Je vais en parler immédiatement. Puisque sur le contentieux, j'avais posé la question au ministre de l'Intérieur du maintien des tribunaux administratifs et judiciaires, ou en tout cas de leur fonctionnement. Donc il semble que le juge administratif n'ait pas pu être saisi, je vais en dire un mot, mais en dépit des violences qui ont eu lieu sur place et avec la fermeture physique du tribunal de Nouméa pendant plusieurs jours, des audiences ont pu se tenir grâce à la dématérialisation des procédures et des outils de vidéoconférence. 15 ordonnances ont été rendues par le juge des référés du tribunal administratif pour autoriser l'exploitation des supports numériques saisis dans le cadre des perquisitions administratives, donc là pour l'analyse des données qui ont donné lieu à des perquisitions administratives. Par contre, le tribunal administratif n'était saisi d'aucun recours dans le cadre de l'état d'urgence, ni contre les mesures d'assignation en résidence, ni contre les mesures réglementaires. Je rappelle que la justice judiciaire a continué à poursuivre sur toutes les formes d'infractions qui ont été commises pendant l'état d'urgence. Le procureur de Nouméa a été informé du déclenchement de chaque perquisition administrative, qui est obligatoirement conduite en présence d'un officier de police judiciaire, le seul habilité à constater les infractions éventuellement découvertes et de procéder aux saisies en vue des poursuites judiciaires. Le Conseil d'État, lui, en revanche, était saisi d'une procédure s'agissant du blocage de l'accès au réseau social TikTok, un blocage qui avait été sollicité non pas sur le fondement de l'état d'urgence, puisqu'on avait demandé le fondement légal de ce blocage et que le ministre nous avait évoqué la théorie des circonstances exceptionnelles, en nous indiquant qu'il avait été demandé par le Premier ministre français et le président du Congrès calédonien, le Mapou. Sur ce sujet, on a une décision du juge des référés du Conseil d'État, pour la décision qui retient l'absence d'éléments démontrant des conséquences immédiates et concrètes pour la situation et les intérêts des requérants, c'est-à-dire l'absence d'éléments justifiant l'urgence à le saisir, on apprécie assez sévèrement, disons, cette appréciation du juge des référés du Conseil d'État qu'on juge commode compte tenu d'un blocage qui ne pouvait être fondé sur la loi de 1955 ni sur les lois en vigueur et dont on estime que l'appréciation des circonstances exceptionnelles aurait pu faire l'objet d'une décision en référé de la part du juge administratif sur cette question. Sur les conclusions que moi je tire, et dont le rapporteur Rivan vous fera part ensuite, moi j'estime que d'abord, on a eu extrêmement peu de temps pour connaître à la fois des actes, pour analyser leur contenu et pour pouvoir vous faire le retour qui est celui-ci, puisque naturellement l'état d'urgence est arrêté avant même que le Parlement n'ait pu être saisi de sa prorogation. Un premier constat, c'est d'abord les mesures qui ont été prises ont été strictement nécessaires. Et puisqu'il y avait en Nouvelle-Calédonie à ce stade-là des troubles extrêmement graves à l'ordre public qui justifiaient que l'état d'urgence soit décrété. Ensuite, le caractère tout à fait exceptionnel de l'état d'urgence fait qu'on prend des mesures qui sont gravement attentatoires aux libertés individuelles et donc le caractère en plus nécessaire doit être strictement proportionné, que compte tenu des mesures qui ont été adoptées, on estime qu'elles ont été strictement nécessaires, qu'elles auraient pu être d'ailleurs peut-être mieux contrôlées puisqu'on vous a dit qu'une partie seulement des mesures d'assignation à résidence avait été notifiée, ce qui veut dire qu'une autre partie n'a pas été notifiée, donc n'était pas strictement nécessaire et proportionné. Et puis une partie des perquisitions administratives n'a pas été réalisée, donc ça veut dire que là encore, on aurait peut-être pu les restreindre davantage, mais en tout état de cause, il en a été fait un usage modéré, puisque c'est moins d'une trentaine de mesures réglementaires pour chacune des mesures ou de perquisition administrative ou d'assignation à résidence.
Puis le dernier élément, c'est sur la fin de l'état d'urgence. Ça, c'est un élément que le Parlement ne peut que saluer, puisque ce régime qui est dérogatoire aux libertés publiques et gravement dérogatoire aux libertés publiques, eh bien, ne peut être que limité dans le temps. Et le fait est qu'il s'interrompt puisque on apprécie un retour progressif de la tranquillité publique ou de l'ordre public sur l'archipel, et que, pour le coup, le caractère surabondant des forces de l'ordre qui est déployé sur le terrain, d'abord 1000 de plus que les 1700 présentes, puis ensuite 480 encore supplémentaires pour atteindre un contingent qui dépasse les 3000 forces de l'ordre, devrait permettre normalement à l'État de pouvoir se dispenser de mesures administratives en la matière, et ce qui justifie que le gouvernement aujourd'hui n'ait pas souhaité proposer de textes sur le sujet dont nous n'avons pas été saisis. Voilà pour les conclusions que je voulais vous présenter. Et Monsieur Riemann, vous pouvez présenter les vôtres. Merci, Président. Donc, le Président a, je pense, a rappelé l'essentiel des actes administratifs qui ont été transmis, j'ai envie de dire, dans le temps qu'il était imparti. Donc, l'analyse globale sur les gens qui ont été concernés, il a énoncé. Moi, je releverai certaines nuances qu'il n'a pas abordées, mais que moi je vais faire parce que pour moi, il s'avère être nécessaire. Un, c'est sur les personnes qui ont été à qui on a adressé ces actes administratifs ne sont que des indépendantistes kanaks. Uniquement des indépendantistes kanaks. Moi, ça me paraît invraisemblable et je vous dirai pourquoi. Parce qu'à partir du moment où est-ce qu'on veut ramener l'ordre, entre guillemets, sur l'île, donc ça veut dire toutes les personnes ou parties potentiellement qui pourraient participer de loin ou de près à ce désordre doivent effectivement être identifiées aussi en tant que telles. Donc pour ça, je dirais que là, pour le coup, il y a une posture totalement partisane de la situation. Je rappellerai un chiffre. Il y a eu 7 décès officiels jusqu'à aujourd'hui, 7 décès. Dans ces 7 décès, il y a malheureusement 2 membres de la gendarmerie, dont un, on sait que c'est un tir accidentel, et l'autre, l'enquête est toujours en cours. Les 5 autres décès sont 5 kanaks, tués par des civils. Non, 4 par civil et 1, malheureusement, par un policier en civil. Donc ça veut dire que la majorité des décès sont déjà des tirs de civils, pas des tirs des forces de l'ordre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on sort les actes administratifs, concernant les armes, mais la mise en œuvre d'état d'urgence avec l'article 9 aurait permis d'aller plus loin que de rendre proscrit en fait, le transport d'armes à feu avec les munitions et autres. On aurait dû déjà désarmer les milices dites d'autodéfense dans Nouméa, ce qui n'a pas été le cas. Et tout le monde sait, on a même vu les images où les milices marchaient avec les gendarmes dans les rues de Nouméa. Donc je dis que là, il y a un problème clair qui est posé, tant par le ciblage qui a été fait dès le départ et tout au long de l'état d'urgence. Moi, j'ai un problème avec ça. Qu'il y ait potentiellement des indépendantistes kanaks que l'on qualifie de radicaux, donc moi je trouve que c'est subjectif, hein, mais bon, ce qualificatif a été pris. Allez, mais on nous dit en même temps, de l'autre côté, il n'y aurait pas de radicaux. Mais pourtant oui, puisqu'il y a bien eu des civils qui ont tué des kanaks. D'accord ? Donc moi j'ai un problème majeur avec ça. Et derrière, quel message qui est envoyé ? Parce que même aux déclarations, je rappelle, hein, avant les événements qui ont dû déclencher l'état d'urgence, je rappelle que des élus même non indépendantistes avaient clairement dit que si le texte n'était pas voté, eux aussi ils allaient foutre le bordel dans l'île. Donc des annonces aussi dans le camp non indépendantiste avaient été très claires en la matière. Donc moi je suis effaré qu'il n'y ait eu aucune mesure qui était faite du côté des non-indépendantistes à ce niveau-là. Donc moi là-dessus, Président, j'ai un problème. Je ne remets pas en compte. Alors, c'est sûr, hein, je rappelle, si l'analyse que l'on fait avec mon équipe, s'il n'y a pas eu de recours fait au travers des actes administratifs, c'est parce que depuis 2015, la jurisprudence au coin du Conseil d'État, en tout cas, est constante. Elle donne toujours le point à l'autorité administrative, dans la mesure où elle dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir des éléments concordant avec les faits actuels pour mettre en place des assistances en résidence. Il suffit que les notes blanches du ministère de l'Intérieur puissent faire valoir cela, donc elles s'alignent aux notes blanches du ministère de l'Intérieur. Donc c'est bien pour ça, on regarde dans cette réalité administrative et en général les gens ne font pas de recours parce que ça ne sert à rien, ils ne gagneront pas en la matière. Derrière,
Alors, est-ce que l'état d'urgence a permis de... La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que sans l'état d'urgence, on aurait été en mesure d'envoyer le nombre de forces de l'ordre qu'on envoyait aujourd'hui sur l'île? La réponse est oui. Pour envoyer les renforts nécessaires, on n'avait pas besoin de déclencher l'état d'urgence. Et derrière, est-ce que l'état d'urgence a permis, in fine, de ramener la paix sur la totalité de l'île? Aujourd'hui, bon, comme vous l'avez rappelé, effectivement, maintenant, on estime qu'il y a un nombre de forces de l'ordre présentes sur l'île conséquente, donc il n'est plus nécessaire de maintenir l'état d'urgence. Pour autant, les difficultés perdurent, la paix n'est pas revenue sur l'île, c'est toujours très compliqué. Et la question qui est posée aujourd'hui, quand est-ce que la paix va revenir sur l'île concrètement? Donc on voit bien que l'état d'urgence, dans la plus-value potentielle qu'elle aurait pu apporter, quant à la remise en place du fonctionnement total sur l'île, ça n'a pas apporté ça. Mais derrière, il y a des articles qui auraient pu être enclenchés, tels que l'article 9, je le répète encore une fois, pour permettre à tous les niveaux de faire baisser la tension et qu'un maximum d'armes ne circulent plus sur l'île. Ça n'a pas été mis en place. Et pour finir, je réitérais mon propos initial. Là, pour le coup, dans les actes normatifs qui ont été faits, il y a eu un ciblage très clair qui a été fait, il y a une posture très claire qui a été mise en œuvre, je pense assumée par le gouvernement, mais sauf que maintenant, nous, en tant que parlementaires, on se doit de le pointer et de relever cela parce que ce n'est pas normal ce qui vient de se passer. Donc voilà. Alors, Monsieur Delaporte. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur pour ce travail précis et qui permet aussi de mettre en évidence le rôle du Parlement dans les mesures attentatoires aux libertés fondamentales et dont l'état d'urgence est finalement la manifestation la plus absolue. Donc on peut se réjouir évidemment que cet état d'urgence ait été levé, ce qui montre aujourd'hui qu'il y a d'autres moyens de rétablir la paix civile que ces mesures exceptionnelles. Mais je ne pourrais que rejoindre le rapporteur dans les interrogations qu'il porte. Est-ce que ce qui s'est produit aurait été possible, compte tenu des informations que vous avez pu avoir, avec d'autres dispositifs juridiques? D'autre part, est-ce que ceux-ci étaient proportionnés? Est-ce que, par exemple, les perquisitions administratives ont été véritablement de nature à faire des saisies d'armes en nombre suffisant, de façon à ce qu'elles empêchent potentiellement la commission d'activités illégales? Est-ce que, en outre, les assignations à résidence qui n'était pas, si j'ai bien compris, totalement... c'était pointé au commissariat, en fait, l'assignation aux résidences, mais c'était pas forcément empêcher ou être enfermé chez soi. C'était possiblement être libre de ces mouvements. Est-ce que c'était vraiment de nature aussi utile pour empêcher la commission d'illégalité? Enfin, je finirai en relayant les interrogations qu'on peut avoir sur le sentiment, en tout cas, qui peut ressortir de la statistique, qui est d'une part qu'il y a un faible nombre de perquisitions, un faible nombre d'assignations, mais que ça vise d'abord des indépendantistes. Et ceci, en fait, contribue à un effet de stigmatisation qui n'est pas forcément de nature à rétablir le calme. Et donc, est-ce qu'il a été envisagé, ou dans les échanges que vous avez pu avoir, des perquisitions, des assignations de personnes qui seraient, par exemple, loyalistes et qui auraient un stock d'armes conséquent chez elles et qui peuvent avoir commis ou contribué à commettre un certain nombre d'actes? Et enfin, il y a des interrogations, Monsieur le Président, sur le nombre de victimes qui existent. Ça peut être des rumeurs, mais certains disent que le nombre de victimes est sous-estimé. Est-ce que c'est des choses qui ont été portées à votre connaissance? Est-ce que vous avez eu la liste, l'identité des victimes? Je ne sais pas si c'est des informations qui vous ont été communiquées. Je vous remercie. Merci. Madame Obono. Merci, Monsieur le Président. Je rejoins les propos du collègue Delaporte et du Président Riemann. D'abord, sur la manière dont était présenté le rapport en première partie, puisqu'il a été question du collectif de la CCAT comme d'une branche armée de l'Union calédonienne. Je crois que ça dit dès le départ le parti pris, et c'est problématique. Je rappelle qu'un représentant de cette dite branche armée a été reçu par le président de la République. C'est bien sûr après que de nombreux membres du gouvernement et du parti présidentiel et dans de nombreux médias stigmatisé, caricaturé, diffamé même ce collectif. Mais il n'empêche
qu'il semblait suffisamment légitime et représentatif pour que le président de la République, dans les quelques heures qu'il a passées dans l'archipel, considère qu'il faille discuter et échanger avec cette instance. Et donc, je trouve particulièrement problématique que dans ce rapport, il soit poursuivi politiquement et dans la présentation cette forme de stigmatisation. Rapport qui, par ailleurs, m'interroge et nous interroge, je crois, sur l'opportunité d'utiliser de tels moyens exorbitants, exceptionnels, pour une situation qui, par ailleurs, cela a été dit à plusieurs reprises, était entièrement prévisible. Et je voudrais vous interroger notamment sur les mesures qui ont été ou n'ont pas été prises avant, en anticipation, par les différents services de police et de justice, puisque depuis plusieurs mois, par ailleurs, il y avait des mobilisations tout à fait légitimes, démocratiques, de protestation, et plusieurs semaines avant le début du débat parlementaire, tous les interlocuteurs, en tout cas, y compris institutionnels, que ce soit le haut-commissaire ou même le représentant des forces armées, disaient qu'il y avait de la tension, qu'il y avait des craintes. Et donc, je m'interroge sur le fait que... est-ce que vous avez eu la possibilité d'avoir des éléments sur ce qui était anticipé ou pas par les services? Et effectivement, l'absence d'éléments sur les milices armées, effectivement, qui ont commis des crimes, nous semble également problématique dans ce rapport et dans les éléments transmis par le ministère. Monsieur Paris. Merci, Monsieur le Président. C'est un débat... déjà, merci à vous deux pour les éclaircissements que vous nous donnez sur une situation qui était et qui reste dans une large mesure grave. C'est difficile quand même de l'aborder parce qu'on parle en réalité de 12 jours. On parle ni d'avant ni d'après. Or, on sait tous que politiquement, on a une situation qui continuera à être gérée politiquement, institutionnellement et à de nombreux égards. Donc, vous avez, Monsieur le Président, vous nous avez dit en clair que, et c'est des deux questions fondamentales, les dispositions étaient nécessaires et elles étaient proportionnées. Ça nous amène, nous, dans le contrôle parlementaire qui est le nôtre, à une troisième question, c'est étaient-elles efficaces ? Ont-elles été, à vos yeux, efficaces? Et c'est globalement une manière d'avoir été abordée par mes collègues. On revient un peu à cette question-là. Je ne sais pas si vous avez des précisions sur, et le collègue Arthur Delaporte l'a évoqué, sur les résultats notamment des perquisitions administratives. Il y en a 30, 10, 20, mais qu'est-ce que ça donnait? Est-ce qu'en réalité, les cibles qui ont été visées par le gouvernement, et je ne reviens pas sur le débat, y compris du président Riemann, sur cette question-là, mais est-ce qu'au moins les cibles qui ont été visées ont produit des effets en termes de sécurité publique et en termes de manière de contenir la violence de rue, la violence grave à laquelle nous avons assisté? Deuxième question, est-ce que vous savez si, sur l'ensemble des faits, on est en capacité ou pas d'avancer sur les procédures judiciaires qui nécessairement devront découler des 7 meurtres ou des 7 décès auxquels nous avons assisté? C'est des décès par arme à feu. Ce pas des décès comme ça au hasard. Et puis, enfin, est-ce que, selon vous, j'arrête là, est-ce que certains domaines, y compris tirés des capacités de la loi de 55, auraient pu ou auraient dû être couverts à vos yeux, auraient dû être utilisés et ne l'ont pas été, alors même que vous avez dit, Monsieur le Président, qu'il y a eu des amendements parlementaires qui n'ont pas été utilisés ou qui ont été inefficaces ou inapplicables. Si vous pouvez donner un mot d'explication sur cette question, parce que quand même, quand on vote, quand on porte notre regard sur des textes, au moins que ça serve à quelque chose, et ça semble ne pas avoir été, on va dire, complètement le cas. Merci. Alors, j'ai Madame Luquet, Madame Regol, Monsieur Acquaviva. Merci, monsieur. Allez-y, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais revenir sur les propos que j'ai entendus par rapport aux mesures exceptionnelles. Je crois que s'il n'y avait pas eu de mesures exceptionnelles en Nouvelle-Calédonie, je ne pense pas que le calme, qui est assez précaire, puisque la situation reste malgré tout un peu tendue, serait revenu. C'est parce que ces mesures ont été là, parce que l'état d'urgence, et qui a été demandé aussi par les habitants de Calédonie. Il faut le savoir également, puisque pour être en communication quotidiennement avec
des membres de ma famille, je peux vous assurer que l'inquiétude était très forte et qu'ils demandaient effectivement la mise en place de cet état d'urgence. Deuxième élément sur les armes. J'entends qu'il faudrait qu'il y ait moins d'armes, mais il y a 100 000 armes en Nouvelle-Calédonie sur 270 000 habitants. Alors si on veut effectivement avancer sur ce sujet-là, je pense que, état d'urgence ou pas, il aurait fallu avancer depuis des mois, et ce n'est pas en 10 jours qu'on aurait pu éradiquer en tous les cas la présence d'armes. Vous avez aussi évoqué l'aspect de milice. Alors je minorerai un petit peu parce que il s'appelle plutôt des comités de vigilance et pour tout vous dire que heureusement qu'ils étaient là pour protéger les habitations et les habitants de certains quartiers qui étaient effectivement extrêmement inquiets. Et je peux vous assurer que, et je ne généralise pas, je ne parle pas de milice, je pense que le terme est impropre et qu'il faut voir qu'il y a eu cette terreur qui était dans tout Nouméa, dans le Grand Nouméa, beaucoup moins en brousse. Et je crois, ça ne veut pas dire que je cautionne en tous les cas ce qui s'est passé, les décès et les personnes qui ont été tuées par balle. Pour autant, il faut mesurer, il ne faut pas être dans l'excès, il faut faire attention parce que l'inquiétude était dans toutes les communautés de Nouvelle-Calédonie. Merci, Monsieur le Président. Comme les collègues... Alors déjà, merci beaucoup pour ce double retour qui est utile, qui est important. Et on mesure les limites du contrôle parlementaire qui, sur cette question, est quand même importante. J'y reviens après. Comme mes collègues, j'ai beaucoup de questions sur le nombre de personnes tuées. En introduction... Le président Riemann a fait une évocation du nombre de morts officiels. Voilà. Donc, ça sous-entendait qu'il pouvait y avoir des morts qui ne l'étaient pas. On pense évidemment aux propos de M. Carambeu, il y a quelques jours, qui fait part de 2 morts dans sa famille tués par balle. Il évoque des snipers. On est dans autre chose que de l'autodéfense, comme ça vient d'être évoqué. On est sur des choses beaucoup plus graves. Donc, on est en droit de s'interroger. Est-ce que vous avez donc les moyens d'avoir des informations là-dessus ? Vous avez évoqué les notes blanches du ministère de l'Intérieur aussi. Est-ce que la commission des lois peut y avoir accès ? Ce serait important de savoir un peu ce qui est dedans. Et plus globalement, même si je me réjouissais tout à l'heure de ce contrôle, on peut se dire qu'on a besoin d'effectivité, comme vous disiez tout à l'heure, et qu'on pourrait y apporter des choses. Déjà, est-ce que la défenseure des droits ou la Commission nationale consultative des droits de l'homme ont été consultés par la Commission sur ce point ? Est-ce qu'il ne serait pas opportun que soient conférées à la Commission des prérogatives attribuées aux commissions d'enquête sur des cas comme ceux-ci ? C'est ce que prévoit à titre facultatif l'article 5 de l'ordonnance de 58 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Et enfin, est-ce qu'il ne serait pas possible aussi de renforcer nos prérogatives en prévoyant par exemple que la commission des lois puisse saisir le juge administratif sans conditions d'urgence requises ? On a parlé tout à l'heure de TikTok. Voilà, peut-être que dans des cas comme celui-ci, où les interrogations sont fortes, où l'émotion est forte aussi de façon très légitime, nous devrions, en tant que parlementaires, pouvoir être saisis plus amplement et accéder à des informations qui nous permettent d'étayer un peu mieux nos réflexions et d'exercer un contrôle parlementaire sur le gouvernement. Monsieur Acquaviva. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, d'abord, je tiens, à l'instar d'autres collègues, à remercier nos 2 rapporteurs pour leur présentation. Bon, moi, ce que je voudrais retenir à ce stade, ce qu'on veut retenir, c'est qu'évidemment, la fin de l'état d'urgence ne signifie pas pour autant qu'un retour à la normale. Et je pense que chacun des témoignages de gens qui vivent là-bas, il y en a qui sont particulièrement investis, d'autres, quelques Corses qui vivent là-bas nous ont rappelé évidemment, on voit bien que ce retour ne se dessine pas pour l'instant en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est un constat brut et qui nous semble être fait. Donc il y a toujours des mesures d'exception qui sont maintenues, évidemment. Le retour au calme nous semble donc reste relatif et fragile. Nous savons qu'il y a des tensions sur place qui persistent. Le voyage présidentiel, bien que nécessaire, n'a pas permis à ce stade de mettre un terme définitif et de créer une perspective suffisamment solide à ce stade de la situation. On l'espère tous, évidemment, mais ce n'est pas le cas. Et bien sûr, ce qui marque, au-delà des 500 interpellations et dans l'ensemble des mesures de confinement, ce sont les 7 morts. Bon, 7 morts, c'est conséquent.
C'est conséquent d'ores et déjà, surtout qu'il y a la question des morts indirectes qui se pose. Il y a peut-être des choses, parce qu'on nous a dit qu'éventuellement, officiellement, pas tout n'avait été dit. Nous aussi, nous avons eu ces informations. Est-ce qu'on verra si c'est vrai ou pas? Mais c'est déjà conséquent en tant que tel. Bien sûr, avec les 2 gendarmes et les 5 autres personnes. Donc, il convient évidemment de mettre un soutien fort à toutes les familles touchées, toutes les familles de ces victimes. Alors, bien sûr, nous avons eu l'information des comités de vigilance, mais aussi d'autres qui ne sont pas des comités de vigilance, comme d'un côté, il y a des manifestants et des émeutiers, parce qu'il faut parler d'une situation complexe. Nous avons aussi l'information qu'il y avait aussi des groupes de milices ou des civils armés qui ne faisaient pas que de l'autodéfense. Il y en a qui font de l'autodéfense, d'autres non. Et à cet égard, c'est ça qui est aussi problématique par rapport aux tensions intercommunautaires qui peuvent continuer. Donc c'est un élément important. Et l'élément le plus important qui nous a été mis devant les yeux, c'est évidemment le double meurtre avec la nièce de Christian Carambeu, avec évidemment quelqu'un qui ne faisait pas l'autodéfense, qui est venu de sang-froid assassiner ces personnes, ce qui semble être évidemment un homicide volontaire. Donc moi j'ai 2 questions là-dessus. C'est que, est-ce que sur ce travail-là de différenciation entre groupes de vigilance et de milices et de groupes civils armés, est-ce qu'il y a des éléments de connaissance de nombre constitués qui ont été identifiés et quelles sont les mesures déployées sur cette dérive d'autodéfense? Parce que là, on n'est plus dans l'autodéfense immédiate, on est dans la bande armée. Et les bandes armées sont des 2 côtés. Voilà. Monsieur Léaumont. Merci, Monsieur le Président. Bon, plusieurs questions à vous poser. Premièrement, vous avez parlé du nombre de décès. On est à 7 personnes. Est-ce que il est possible qu'il y en ait plus et qu'à cette heure, ces éléments soient méconnus? J'ai vu circuler des informations sur des personnes disparues. Mais je n'ai pas d'éléments de confirmation sur ce point-là et j'aimerais savoir si vous avez pu avoir des discussions sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez des éléments sur le nombre de personnes qui auraient été transférées vers l'Hexagone, s'il y en a ou pas? Et puis enfin, effectivement, sur ces milices, est-ce que les mesures mises en place par l'état d'urgence ont été utilisées aussi pour opérer des saisies, des contrôles? Je veux dire, à l'heure où 5 personnes ont été tuées, 4 personnes pardon, auraient été tuées par ces milices armées, il me semble que l'une des priorités devrait être de les désarmer et de faire en sorte que l'état d'urgence soit employé pour empêcher des personnes qui sont armées de tuer d'autres personnes. Et puis enfin, dernier point, comment a été perçue sur place l'utilisation de l'état d'urgence? Est-ce que dans la manière dont ça a été perçu, ça a pu renforcer d'une certaine manière le sentiment critique de la part des indépendantistes vis-à-vis de l'État français? Et dernier point, est-ce que des mesures autres de retour au calme n'auraient pas été plus simples et moins coûteuses, comme le retrait du texte qui a été soumis à notre Assemblée nationale? C'était une conclusion politicienne à laquelle je ne répondrai pas naturellement. Politicienne, oui, exactement, de la politique politicienne. Donc sur la question... Attendez, en fait, je peux peut-être répondre à vos questions, non? C'était peut-être le but des questions que vous avez posées. Voilà. Alors, est-ce qu'on aurait pu faire d'autres choses avec d'autres outils? C'était la question posée par Monsieur Delaporte. En réalité, à l'heure où les troupes se sont déclenchées, la Nouvelle-Calédonie était déjà un territoire qui était le plus couvert par les forces de l'ordre. 1700 policiers et gendarmes qui étaient déjà déployés sur le territoire. Compte tenu de l'éloignement géographique de la métropole, de l'Hexagone, il était difficile d'envoyer des renforts immédiats, outre ceux qui se trouvaient déjà sur place. C'est ce qui a été fait d'ailleurs en matière sanitaire, puisqu'en matière sanitaire, c'est de la Polynésie française que sont venus les renforts. Donc, immédiatement, pour établir l'ordre, il était matériellement impossible de faire autre chose que de l'état d'urgence, en sachant qu'il y avait des mesures à destination des personnes qui étaient à l'initiative de troubles, légitimes ou pas, ça c'est la question politique de la question, par rapport à l'opposition, mais en tout cas avec des troubles graves à l'ordre public, des troubles armés, effectivement, puisqu'il y avait des armes, elles sont présentes en très grand nombre, et que leur présence en très grand nombre en Nouvelle-Calédonie faisait que, d'abord, il était impossible de toutes les confisquer, une des mesures que permet pourtant l'état d'urgence, parce qu'il aurait fallu les confisquer à tout le monde, et ça, puisqu'on n'avait déjà pas assez de forces de l'ordre pour maintenir l'ordre public, a priori, on n'en avait pas suffisamment non plus pour les confisquer à tout le monde, ce qui était la difficulté majeure du cas présent. Et ensuite, il a été pris le parti pour l'État de pouvoir cibler les principales personnes qui étaient à l'origine des troubles, donc la branche qui est le CCAT,
qui pour le coup était à l'initiative de ce qu'on a appelé la phase 2,5, donc qui était dans les phases de déclenchement de mobilisation par rapport à l'opposition au contexte institutionnel, et donc avec des troubles qui étaient, pour le coup, troubles graves à l'ordre public. Donc, est-ce qu'il était possible de faire matériellement autre chose que l'état d'urgence immédiatement après le déclenchement des troubles? Moi, je pense que non. Et donc, ça a justifié le déclenchement de l'état d'urgence. Est-ce que toutes les mesures ont été utiles? À partir du moment où on constate que certaines mesures administratives qui ont été prises n'ont pas été mises en œuvre, la réponse est non. Voilà. Est-ce que pour autant l'usage nécessaire et proportionné a été fait de ces mesures? La réponse est oui, parce que le nombre d'arrêtés, qu'il s'agisse d'arrêtés réglementaires, 3, enfin de mesures réglementaires pures, c'est-à-dire à portée générale, 3, et de mesures qui sont des mesures individuelles, un tout petit peu moins de 60, oui, manifestement, il y a eu un calibrage de la part de l'État qui a été assez nécessaire. Est-ce que ça a visé d'abord l'État indépendantiste? Oui. Précisément parce qu'en fait, la phase 2,5 qui a généré les troubles graves à l'ordre public, elle a été déclenchée par une partie, et pas par tous, par une partie qui a été plutôt proche du mouvement de la CCAT. Et donc ça, effectivement, c'était une volonté aussi de l'État que ces mesures portent d'abord sur les arrêtés d'assignation à résidence, opérations de perquisition administrative, sur ces personnes-là. Sur le côté branche armée, oui, les gens sont armés, et effectivement, il y a une revendication d'un contexte qui est insurrectionnel, dans lequel la CCAT a mis différentes phases dans la contestation politique qui les conduit à prendre les armes. Donc oui, c'est une volonté. Est-ce que la représentant, qui est M. Tain, a été reçu par le président de la République? Oui. Est-ce qu'il le fallait? Ça, c'est au président de la République de le décider, compte tenu du fait qu'il a voulu réunir tous les acteurs. Je constate quand même que dans tous les acteurs qu'on a vus, on a pu identifier certaines choses où il y avait des délits de droit commun parfois extrêmement graves, c'est-à-dire des assassinats qui sont commis par certains des membres qui ont fait l'objet de mesures d'assignation à résidence. Alors certes, les assassinats, c'est des casiers judiciaires, on leur connaît il y a 20 ans, mais en fait, c'est quand même des individus dont on peut légitimement penser qu'ils sont dangereux. Non, pardon, enfin, moi je vous donne des éléments sur les arrêtés d'assignation à résidence. Si vous ne voulez pas les connaître, c'est votre problème, mais moi je vous donne des éléments factuels qui ont conduit à considérer que ces gens étaient dangereux, qui étaient mobilisés et qui déclaraient qu'ils allaient passer à l'acte. Donc a priori, ça fait quand même un faisceau d'indices pour considérer que ces personnes doivent faire l'objet de mesures administratives dans le cadre de troubles. Mais Madame Beaubonneau, vous me laissez répondre à toutes les questions et après vous en jugez. Sur les procédures judiciaires. Alors les procédures judiciaires, d'abord, il a été dit que les procédures judiciaires suivent leur cours. Soit pour les procédures judiciaires qui ont permis de faire les réquisitions par rapport à ce qui a été saisi sur le traitement des ordinateurs, alors c'est des procédures plutôt administratives que judiciaires, soit ensuite sur le délit de droit commun, où effectivement, soit les assassinats ou les meurtres qui ont été commis dans le cadre des 7 morts qui sont officiellement recensés. Pour le reste des autres morts, nous n'avons pas de chiffres. Ni nous, ni semble-t-il de chiffres consolidés auprès du ministère de l'Intérieur. En tout cas, aucun ne nous a été produit par rapport aux questions qu'on a posées sur une consolidation du nombre d'essais suspects qu'il pouvait y avoir dans la période des 12 jours par rapport au bilan officiel qui a été établi. Et par ailleurs, tous ces faits-là doivent être ensuite traités par la justice judiciaire qui continue de fonctionner de façon courante en la matière. Sur la question de la présence d'armes, les raisons pour lesquelles on n'a pas pu désarmer tout le monde, elles sont évidentes et je les ai traitées, c'était en réponse à Madame Luquet. On a aussi une revendication de certains groupes qui ont certainement excédé très très largement ce qui est toléré en droit commun sur l'usage des armes ou sur la protection des biens et des personnes par rapport, au phénomène de peur qu'il peut y avoir de façon globale dans le contexte insurrectionnel. En revanche, il avait une mesure normalement qui devait concerner tout le monde de façon indistincte, c'est le couvre-feu. Personne n'avait le droit de se promener, avec ou sans armes de façon évidente, mais n'avait le droit de se promener entre 18h et 8h du matin sur le territoire de toute la Nouvelle-Calédonie parce qu'il y avait un couvre-feu. Et ça, pour le coup, la nature de ce couvre-feu, elle n'aurait pas pu être prise si l'état d'urgence n'avait pas été décrété. Et donc c'était un des éléments qui devait permettre de ramener une partie de l'ordre public. Et je redis très clairement que sur l'ordre public, il est évident qu'on n'est pas aujourd'hui à une situation qui est encore normale. On est décrescendo, mais on n'est pas à une situation normale. Nous n'avons pas consulté ni la défenseur des droits qui viendra, je rappelle ici le 26 juin, ni le CNCDH, parce qu'il s'agit d'un contrôle parlementaire pur sur les mesures administratives, donc savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est justifié, est-ce que d'ailleurs nous on estime que c'est nécessaire. Et quant au Conseil d'État, on a pu obtenir tous les éléments qu'il voulait. En revanche, sur la saisie, à partir du moment où tous les actes ont pu être déférés par les principaux intéressés, alors, même si
le rapporteur Riemann précisait que les personnes qui avaient été incriminées pour des mesures individuelles avaient tiré toutes les conséquences du fait que la jurisprudence administrative ne permettait pas de juger recevable, ou alors au fond, conduisait à écarter systématiquement les mesures individuelles. Normalement, tout le monde a pu contester, en témoigne la contestation du décret permettant le blocage de TikTok. Sur les groupes armés et les mesures déployées, j'ai répondu en partie sur ce que je vous ai dit avec M. Aqualiva. Moi, je ne peux pas dire s'il y a eu des excès chez les loyalistes ou les indépendantistes. De toute évidence, de ce que j'ai consulté sur les réseaux sociaux et qui ne relève pas des informations qui m'ont été transmises par le ministère de l'Intérieur, mais des informations que les locaux m'ont indiquées, il me semble assez évident que tout le monde a enfreint les règles de façon assez grave, voilà, indépendantistes et loyalistes, dans une logique de montée en pression, ou en tout cas d'escalade qui était intolérable, et que, par ailleurs, encore une fois, toutes les infractions qui ont été commises en droit commun ont de nature à être judiciarisées et sanctionnées par les tribunaux. Et que, quel que soit le bilan qui sera tiré ensuite, on est amené à avoir des mesures sur ce sujet. Et sur la perception de l'état d'urgence sur place, alors, sur le transfèrement d'abord dans l'Hexagone, aucune personne n'a été transférée dans l'Hexagone, tout simplement pour une bonne raison, c'est qu'on avait une fermeture de l'aéroport qui n'a servi qu'à l'accueil de marchandises ou de la délégation du président de la République, que l'aéroport ne doit être ouvert que ce week-end, qu'il a servi simplement à rapatrier aussi quelques personnes, soit les forces de l'ordre qui étaient affectées, soit des équipes sanitaires qui ont été envoyées, soit encore nos collègues parlementaires qui ont pu rentrer. Voilà. Du reste, sur la perception de l'état d'urgence, je ne pense pas qu'il ait eu une incidence particulière sur la perception de l'État sur place, puisque le rôle de l'État était déjà dans la discussion entre les différentes parties. Donc ce n'est pas l'état d'urgence en lui-même qui a pu, pour le coup, créer un contexte politique nouveau par rapport à ça. Enfin, en tout cas, de ce que nous, on analyse et des retours qui ont été faits par les personnes. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui. Moi, je veux surtout apporter beaucoup de nuances par rapport à ça, parce que le collègue Aqualiva a bien parlé de complexité, et on est bien sur une situation vraiment complexe à tous les niveaux. Et c'est bien pour ça que j'estime dans la volonté que manifeste l'État au retour à la paix, au calme et à la paix sur l'île, il est important effectivement d'avoir une posture objective quant à la volonté de ce retour au calme et à la paix. Et donc, oui, on peut cibler effectivement les actes administratifs au départ, parce qu'on a une organisation qui est mise en place pour effectivement mobiliser ses partisans pour effectivement dénoncer une situation. Mais lorsqu'on voit après quelques jours qu'il y a des choses graves qui se passent sur le même territoire à l'issue de cette mobilisation, quel que soit le camp, on doit effectivement mettre en place des mesures de part et d'autre pour permettre à revenir à ce calme-là. Sauf que là, objectivement, et là ce n'est pas une posture de parti pris, mais en étant objectif, on voit que des mesures ont été prises au départ pour un camp, je veux bien, puisque c'est eux qui ont annoncé qu'ils allaient se mobiliser potentiellement, même si en amont, je rappelle que des élus avaient annoncé un certain nombre de choses aussi, peut-être du même acabit, peut-être du même niveau, chacun l'analysera à sa façon, mais avaient annoncé des choses. Et ensuite, une fois que les événements se sont mis en route et on a vu les drames qui ont commencé à s'opérer, j'ai envie de dire que derrière, moi, quand on regarde les images, j'ai quand même été un petit peu choqué de voir des civils armés se balader avec les gendarmes. J'étais choqué de voir des civils armés se balader dans des 4x4 à faire le tour dans les quartiers. Donc, je veux bien qu'on parle d'autodéfense. Je n'ai pas tout ça avec ça. Lorsqu'il y a un danger, tout le monde veut sauver sa vie et celle de sa famille et sauver ses biens. Je n'ai pas de problème. Mais quand même, de là à être armé à tirer, là je reste assez mesuré, et on ne peut pas être assez lourd dans l'analyse que l'on fait d'un camp, et lorsqu'il s'agit de l'autre camp, de demander à être assez mesuré. Moi, s'il y a des exactions, quel que soit le parti ou les personnes qui les font, j'aurai la même approche, sauf que là, dans les discours de certaines personnes qui ont une autorité, en l'occurrence, soit administrative ou politique, ce n'est pas la même chose selon les camps lorsqu'il fait état. Donc, je dis attention, c'est dangereux. Nous, en tant que parlementaires, on veille à ce que la chose soit faite de façon équitable à tous les niveaux. Sauf que là, j'ai pointé une anomalie en ce qui me concerne, qui n'est pas des moindres, que pendant les événements, malgré les exactions extrêmement graves qu'on puisse opérer sur le territoire, la chose a toujours été d'un seul camp et pas d'un autre.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur, je partage votre constat en préliminaire quand vous dites que la Nouvelle-Calédonie est très armée. Enfin, les gens sont très armés. Alors, je ne sais pas si c'est le département le plus armé, parce que je sais qu'en Guyane aussi, les gens sont très armés, non seulement dans leur paillage, mais bon, ils sont très armés. Mais j'irai un peu plus... Donc, je partage le constat, j'irai un peu plus loin. Je dirais, les armes, elles ne viennent pas par les cigognes sur les arbres, et elles ne sont pas apportées par les tortulutes non plus sur le sable. Vous le savez très bien. Donc, la question que je vous pose, c'est qu'elles viennent d'où, ces armes ? Est-ce qu'il n'y a pas des pays étrangers qui essayent de s'ingérer pour X raisons, qui soient proches ou qui soient situés à 20 000 km ? Voilà. Donc, c'est bien de constater qu'il y a des armes, je partage tout à fait, mais on peut aller un peu plus loin et se demander d'où elles viennent, ces armes. Deuxième axe, Madame Obono a posé une bonne question. C'est vrai, mais j'irai encore plus loin. C'est-à-dire qu'elle se demande comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu d'anticipation des risques, d'anticipation de la problématique qu'il y a eu. Alors, pourquoi il n'y a pas eu d'anticipation ? Il faut peut-être se poser la question. Alors, soit il y a des services de renseignement qui ont fait leur travail, qui ont donné les renseignements, et je ne veux pas croire que le pouvoir actuel ait fermé les yeux sciemment pour créer des désordres. Je ne veux pas rentrer là-dedans, dans ce détail, dans cette voie. Donc, si ce n'est pas ça, si il n'y a pas eu des renseignements valables qui n'ont pas été pris en compte, c'est que, tout simplement, il n'y a pas eu de renseignements, ou il n'y a pas eu de bons renseignements qui ont anticipé. Donc, s'il n'y a pas eu de renseignements, est-ce que nos services de renseignement d'aujourd'hui sont toujours au top ? Parce qu'il y a quelques années, il y avait deux services de renseignement en France, internes. On était adulés par tous les services de renseignement du monde. Il y avait les renseignements généraux d'un côté et la DST de l'autre. Aujourd'hui, à la place des renseignements généraux, on a le renseignement territorial, mais qui est soumis... Ah, c'est 2 minutes, excusez-moi. Bon, voilà. Non, on peut se poser la question sur l'efficacité du renseignement à ce moment-là. Parce que c'est vrai, il n'y a pas eu d'anticipation. Mais pourquoi ? Alors, j'ai des gens qui vont intervenir une deuxième fois, donc faites bref, s'il vous plaît. Normalement, Monsieur Delaporte, Madame Bregol, Monsieur Leman. Merci, Monsieur le Président. Ma question, finalement, à la fin de cette audition, elle montre bien qu'un certain nombre de questions restent sans réponse parce que vous n'êtes pas le ministère de l'Intérieur. Et donc, quand on vous dit qu'est-ce que les perquisitions, par exemple, ont permis de saisir, vous n'êtes pas en capacité de nous répondre parce que vous n'avez pas forcément accès au dossier, etc. Et donc, maintenant, ma question, c'est la suite. Puisque théoriquement, on pourrait dire que ce rapport, c'est la fin du contrôle parlementaire d'état d'urgence, puisque l'état d'urgence est clos. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, compte tenu des éléments qui restent en suspens ou des questions qui restent en suspens parmi celles que nous avons posées, est-ce que ça ne voudrait pas une instruction complémentaire et un nouveau, je sais pas, voilà, soit une audition du ministre, soit, voilà, pour qu'on puisse véritablement avoir des réponses aux questions qui restent et que le contrôle parlementaire soit effectif. Voilà la nature de ma question sur la suite. Alors, je soutiens la demande de Monsieur Delaporte et je relance sur mes questions puisque vous n'y avez pas répondu. Je vous demandais la possibilité d'avoir accès aux notes blanches. Je vous demandais la possibilité de renforcer nos prérogatives pour saisir. Alors, vous m'avez répondu sur le Conseil d'État, mais ma question ne portait pas sur le Conseil d'État puisqu'on avait déjà les réponses dessus. Je vous ai rappelé qu'on pouvait peut-être élargir nos capacités de saisine et donc envisager que la Commission elle-même saisisse un juge administratif sans besoin d'avoir à justifier de l'urgence de cette saisie. Donc voilà, entre autres questions que j'avais posées auxquelles vous n'avez répondu à aucune. Oui, simplement 2 choses. Petit 1 sur la question du renseignement. En fait, j'ai un peu du mal aussi avec cette idée-là parce que nous, sans avoir des services de renseignement internes de la France Insoumise, mais en étant simplement des gens qui discutent avec les acteurs en présence, et ma collègue Danielle Obono et Monsieur Lachaud se sont rendus sur place avant l'examen du texte,
il était assez évident que ça ne pourrait que mal se passer. Donc, est-ce que c'est pas... Enfin, moi, j'en viens à me demander si c'est pas un défaut de renseignement, mais plutôt un choix politique qui a été fait d'avancer sur ce texte alors que tout le monde savait que ça allait péter. Peut-être l'ampleur de la révolte qui a eu lieu n'était pas envisagée, mais il était évident que ça se passerait mal. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir les services de renseignement pour s'en rendre compte, il suffisait de discuter avec les acteurs. C'est le premier point. Donc, est-ce qu'il y a un choix politique qui a été fait en dépit de renseignements qui étaient fiables, mais qui peut-être évaluaient mal le niveau? Et deuxièmement, c'est sur la question du port d'armes. Peut-être que ce qu'il faudrait faire, c'est évaluer... il y a eu un assouplissement, je crois, du port d'armes en 2011 qui a été voté par le gouvernement loyaliste. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une évaluation des effets de cette modification sur la circulation du port d'armes? Ça aussi, ça pourrait être une mission que pourrait se donner éventuellement la commission des lois sur ce sujet-là, si on estime que ça peut être utile, quoi. Oui, sur la question des armes, justement, tout le monde dit d'où proviennent les armes. Donc c'est bien parce que le collègue Léaumont a rappelé, a donné une partie de la réponse. Au lendemain des événements de 84, la vente d'armes, la circulation d'armes avait été carrément interdite sur l'île. Il faut bien se rappeler, au lendemain des événements, ça avait été interdit. Et effectivement, c'est bien le gouvernement calédonien, dans les années 2000, qui a réinstauré la vente et la circulation d'armes, même si c'est encadré, sur l'île. Donc aujourd'hui, la vente et la circulation d'armes est autorisée sur l'île, tout simplement. C'est légal. Donc pas besoin d'attendre l'ingérence des pays étrangers pour voir les armes circuler sur l'île de la Nouvelle-Calédonie, Kanaki. Donc souvent, j'aime bien dire, des fois, il n'est pas nécessaire d'aller chercher ailleurs que chez nous-mêmes pour voir effectivement à quoi sont dus certains problèmes. Donc aujourd'hui, si les armes circulent là-bas, c'est bien parce que ça a été autorisé légalement par le gouvernement en place à l'époque. Moi, par rapport à la question de Madame Rugol, de la collègue Rugol, en fait, l'analyse que j'en fais, moi en tout cas, ce qui va se pencher clairement, c'est aujourd'hui l'état d'urgence qui date de 1955. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir cette loi-là carrément, dans la mesure où il y a des choses qui sont dans cette loi qui permettent un certain nombre d'événements, mais qui étaient basées à la base sur des choses exceptionnelles. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui sont sous le couvert de cette loi qui deviennent réguliers de façon cyclique. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir peut-être sortir un certain nombre de choses de cette loi d'urgence, d'état d'urgence, et en mettre d'autres de façon plus claire? Non, mais aujourd'hui, la question se pose. Ensuite, d'ailleurs, sur la prérogative de la commission des lois, moi aussi, je suis pour effectivement qu'on puisse permettre à notre commission d'élargir ses prérogatives et son pouvoir en matière de commission d'enquête. Parce que je pense sincèrement, Président, il va falloir que nous, en tant que parlementaires, on puisse faire une véritable enquête parlementaire sur ce qui a pu se passer sur l'île, parce que cette mort, pour moi, c'est cette mort de trop. Et il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, il faut qu'on sache pourquoi. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé à là? Donc, je demande aujourd'hui que, au moment qu'on jugera le plus opportun, qu'on mette en place cette commission d'enquête parlementaire pour permettre effectivement de répondre à pas mal de questions pour aujourd'hui qui sont sans réponse. Et je tiens à vous le dire qu'il y a des questions qu'on n'aura toujours pas en dehors de la commission, parce que même moi, j'essaie de poser des questions à différents interlocuteurs au niveau du ministère de l'Intérieur. Je n'en ai pas eu. Hein. Et pour finir, la question sur le nombre de morts. Nous, on s'est rapproché de plusieurs avocats de Lille. Ils ont dit, alors effectivement, ils étaient saisis par plusieurs familles sur la disparition de membres de leur famille, mais aujourd'hui, ils n'ont pas d'éléments pour dire effectivement ces personnes-là sont mortes ou pour l'instant, elles sont portées disparues. On n'a pas de réponse là-dessus. Donc, sur le nombre de morts qui serait bien plus conséquent qui circulent aujourd'hui, officiellement, on n'a pas de retour concret à ce niveau-là. Donc, voilà ce que moi, je voulais dire par rapport à toutes ces interventions. Alors, peut-être plusieurs remarques avant de mettre au vote la publication du rapport. D'abord, sur la question du port d'armes, soit c'est une compétence de l'État, et dans ce cas-là, je ne vois pas à quel moment on a voté une disposition sur ce sujet. Ça, c'est une compétence locale, et dans ces cas-là, ça nous reviendrait à revoir les compétences locales de la Nouvelle-Calédonie, ce que je ne crois pas être l'idée du siècle, compte tenu de la situation en l'état. Sur la question des services de renseignement, alors d'abord, en aucun cas, je crois que ne sont transmis des notes blanches des services de renseignement, y compris même devant la délégation parlementaire au renseignement.
C'est-à-dire qu'il est fait état d'informations, mais la transmission de note blanche, j'en ai jamais également entendu parler. De la même façon, le Parlement ne dispose jamais, par le vote de sa présidente ou par le vote des délégués des présidents de commission, une saisine directe en qualité de personne morale du juge administratif sur ce type de procédure. En tout cas, on l'avait étudié en d'autres circonstances sur des contrôles et ça n'existe pas. Donc ça veut dire que là également, il faudrait une disposition légale pour le faire. Ça ne pourrait pas passer par la question du règlement. Quant à la suite, effectivement, je pense qu'au-delà des missions ou des commissions d'enquête, d'abord, il y aura une audition absolument nécessaire de la part du ministre de l'Intérieur ici, lorsque les éléments seront plus avancés, et également par le groupe de liaison dans lequel nous siégeons tous les deux, et qui pourrait également se munir de certaines compétences d'une commission d'enquête pour avoir plus d'informations sur ce sujet. Mais une fois que la mission aura mené son terme, c'est-à-dire les trois médiateurs qui ont été envoyés par le président de la République, je pense qu'on pourra avoir ce débat au niveau du groupe de liaison à minima. Juste, il nous faut une autorisation de votre part pour publier ce qu'on vous a présenté, donc les informations qu'on vous a présentées dans le rapport. Donc c'est en application de l'article 145 comme la mission de ce matin. Je le mets aux voix pour la procédure. Qui vote pour la publication du rapport? Qui vote contre? Donc je vous remercie.